Great Wazoo Falls, Taj Mahal, Great Barrier Reef, 60 Church, Yosemite, Angkor Wat and the Great Wall, Hello Bay, Victoria Falls. Bon, les séjours, ça va, la situation est difficile dans notre pays. Vous savez, on a un pays où les dirigeants sont là, mais sans savoir pour quelles raisons ils sont au pouvoir. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'ambition. Il y a un manque d'ambition réelle. Ils ne savent pas comment ils mènent le bateau. C'est même pire que l'incompétence. Un type incompétent, peut-être qu'il a fait les études pour, mais il est incompétent parce qu'il ne sait pas mettre en pratique son intelligence. Mais eux, ils ne sont même pas incompétents. C'est plus que l'incompétence, c'est-à-dire ils sont amorphes, ils ne réfléchissent pas. Ce qui les intéresse, c'est les filles, et puis qu'on les appelle excellence, ils sont là en train d'inaugurer les chrysanthèmes à gauche à droite. C'est dommage. Donc c'est un pays beau, mais on a des gens, malheureusement, qui ne sont pas en mesure de comprendre les enjeux du moment et les fonctions qu'ils occupent. Ils sont très, très insuffisants. D'accord. Voilà. Et par rapport à l'actualité de nos compatriotes qui ont été refoulés, je ne sais pas si... Oui, mais tu sais, moi j'ai fait des interventions ponctuelles pour dénoncer des choses, mais en même temps je me dis, le pouvoir doit prendre en charge, ce sont ses enfants. Le pouvoir aujourd'hui, il est en mesure d'organiser la francophonie, de sortir des temps des millions pour organiser la francophonie. Le pouvoir sort tant des millions pour organiser un match, la Coupe d'Afrique, Championnat d'Afrique, mais le pouvoir n'a pas l'argent pour nourrir ses enfants et mettre ses enfants dans de bonnes conditions. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bien dommage. Ouais, c'est dommage, donc la situation, elle est là. Nous, on a, même si j'avais toute ma bonne volonté pour pouvoir aider, je ne suis pas à la mesure d'aider 75 000 personnes. Et par rapport à Bandego Moussous, militants, Moussous, Oyambaki, étudiants, inauguration en permanence, et les Guinéens. Non, c'est Zali, Batubazali, Nazari, n'a pas étudiant. Ils ont espéré, Mingi, pour la Bango, Batu la diaspora, Bazana Sima. Donc il faut vraiment tout ça là. 2 minutes. Oui, Adibou. Oui, c'est Emmanuel. Oui, ça va. Je peux aller chercher? Tu me donnes le code. Ouais. Oui, s'il te plaît, oui. J'ai besoin. 2500. Ok, merci. Donc, c'est ça. Étudiant, va sur le bas. Balingi, Makambo est changé. Baza fatigué. Baza il aura pour dire, le mot kawana, ceux qui battent la diaspora va comprendre que la guerre est toujours ça là. Entre Bissot et Bissot, toujours perdre. Toujours ça, la Bissot pour la Bissot, mais pour la Mamona. Batoiseau et la leadership. C'est pas simple. Parce que pour diriger Congo, ils ont simple été. Moi, je suis un acteur politique, naïbi. Qu'on se voyager, aller dans les brousses à gauche, à droite. Parce que tu vas me dans la photo, au tien, dans Facebook, partout, mais c'est insuffisant. Et puis, il y a Facebook, dans le Congo, parce qu'il faut dans la courant. C'est une réalité. Voilà, amis téléspectateurs, bonjour. Excellente journée, mais il pleut dehors, il pleut toujours dehors d'ailleurs. Nous recevons aujourd'hui dans les bureaux de M. Ilunga Emmanuel, un acteur politique qui va nous édifier par rapport à l'actualité. L'actualité est grave, vous savez ce qui se passe en RDC, les expulsions de Congolais de Kinshasa dans la capitale brassavilloise. Et il y a la chasse à l'homme, il y a les viols, il y a les assassinats, il y a un complot qui est monté contre la RDC. Nous allons un tout petit peu aborder ces sujets. Monsieur Ilunga a été en RDC, il est rentré aujourd'hui, hier d'ailleurs, de l'aéroport. Il me passe un coup de fil et dit, voilà, Roger, j'ai des choses à dire par rapport à ce que j'ai vu en RDC. Il a passé 3 semaines à Kinshasa. Il a rencontré le ministre de l'Intérieur provincial. Il a abordé les cas de ces réfugiés, les cas sécuritaires de Kinshasa. Il a aussi des observations à faire sur ces cas d'espèce. Il était à Kinshasa, il a vécu l'arrivée de John Kerry, qui est le secrétaire d'État américain venu pour apporter le message de la Maison-Blanche
Joseph Kabila. Et M. Kiri part vers l'Angola. M. Ilunga est toujours en RDC, en essayant d'implanter sa base et surtout discuter avec ses militants. Vous savez, les élections approchent. M. Kiri est parti en Angola. Vous savez, Eduardo dos Santos devient l'incontournable, homme incontournable de la région. Il gère l'Afrique australe, il gère l'Afrique centrale. Avec son armée, il peut traverser 3-4 pays en même temps sans peine. Il pourra traverser le Congo, il pourra traverser le Rwanda, il pourra traverser le Congo-Brazzaville. La raison pour laquelle d'ailleurs il a maintenu Sassou Nguesso au pouvoir. Ilunga, qui est l'acteur politique, il a le franc-parler. Je suis là avec lui dans son bureau, à la fois homme politique et homme d'affaires. Il maîtrise la chose politique, également les affaires. Quand on maîtrise les affaires, la RDC c'est comme une entreprise, donc par a fortiori, on pourra maîtriser cette affaire de la RDC où on remarque de grandes malversations. Il y a 400 millions de dollars ont disparu. On accuse aujourd'hui Matata Pognon par rapport à ces malversations. Et alors, voilà, donc M. Ilunga fait la une de plusieurs journaux en RDC. Le journal Géopolis a fait une petite vignette sur le signal fort que M. Ilunga vient de donner en RDC, afin que les choses changent. C'est la nouvelle génération, et cette génération est l'espoir, bien entendu, de la RDC. Génération de la diaspora, jeune, 50 ans, bien trempé. Monsieur Ilunga, bonjour, je souhaiterais avoir d'abord votre impression par rapport à cet article qui vous encense un tout petit peu par rapport à ce que vous êtes. C'est un grand journal Géopolis. Oui. Merci, bonjour. Je remercie Dieu de cet instant, je dirais, solennel, et puis de l'occasion que vous me donnez pour m'adresser à mes compatriotes et pour ce moment si difficile que nous sommes en train de traverser. Le journal Géopolis, effectivement, a fait un article sur moi, sur notre parti politique, et par rapport au franc-parler, effectivement. Il y a des choses qui se passent dans le pays. Beaucoup de nos hommes politiques n'ont plus le courage d'affronter la majorité par peur d'être arrêtés, par peur des représailles. Mais nous pensons que dire les choses, ce n'est pas une agression, ce n'est pas un affront, c'est la seule manière de réveiller les consciences de nos compatriotes. Et nous osons aller dans cette voie-là. Oui, très bien. Donc, le journal parle de votre signal, vous donnez un signal fort. Quel est ce signal? Tout d'abord, on a soulevé 3 problèmes principaux. Et vous rassurez aussi après, hein, vous parlez de signal. Je rassure. Voilà. Donc il y avait 3 points principaux. D'abord, le premier, c'était l'urgence des refoulés du Congo, Brazzaville. Il fallait très rapidement rappeler à l'ordre le gouvernement, c'est ce que j'ai fait dans différents médias, que le gouvernement doit prendre des responsabilités. Il ne doit pas parquer des gens comme du bétail, parce que la manière dont ils sont parqués... 70 000 personnes, plus même, voilà. Et ils sont parqués comme du bétail, et ça risque de créer des épidémies qui peuvent se transformer en pandémie, et ça coûtera encore plus cher que de trouver des solutions rapides pour les loger. Le gouvernement soupçonne qu'il y a des anciens DSP dedans, et par conséquent, donc, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et je pense que ça, c'est de l'irresponsabilité du gouvernement, je l'ai dit, et on essaie de pousser pour que ces problèmes soient résolus chez nous. Et le deuxième point, c'était le problème électoral. Le problème électoral pour 2016, parce que j'ai été très clair là-dessus, c'est qu'on ne touche pas à la Constitution. Et que ce n'est pas nous qui avons poussé les ministres de la communication porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, à dire sur TV5 qu'en 2016, il y aura un sortant et un entrant. Donc il y aura une remise, reprise. Et que le président actuel, Joseph Kabila, ne se représentera pas.
C'est pas nous qui l'avons forcé à dire des choses comme ça. Il l'a dit de plein gré et après une concertation dans leur camp. Donc nous pensons, nous, je répète ce que j'ai dit à la télé, que Lambert Mende est un homme respectable, donc ses paroles seront respectées. Alors, et respectable à quel niveau vous parlez de sa respectabilité? Ben, il a donné une parole que nous respectons. Vous croyez qu'il est respectable? Ben, écoutez, nous restons, nous essayons de lui faire confiance sur ses propos, même si ce n'est pas ce que certains pensent au plus profond d'eux-mêmes, mais nous respectons ses propos et qu'il va les respecter scrupuleusement. Il est souvent traité des girouettes. Il dit quelque chose et son contraire. Oui, les gens, c'est vrai, parce que c'est sa faute. Moi, je ne peux pas défendre sa communication. C'est un homme pour qui, moi, personnellement, intimement, je les considère comme un robot. C'est-à-dire, il répète exactement ce qu'on lui a dit de répéter. Alors, maintenant, même s'il répète ce qu'on lui a dit de répéter, nous, on les respecte à la lettre, ce qu'il lui a dit. C'est que pour nous, nous considérons que c'est vrai et que demain, il n'y aura plus quelque chose qui va être changé dans tout ce qui a été dit sur 2016. Troisième point, c'est l'arrivée de John Kerry. Donc, dans la presse, moi, j'ai traité les 3 points. L'arrivée de John Kerry, qui est venu enfoncer pour nous le clou, qui est venu rétablir la vérité, les choses telles que nous, l'opposition, nous les pensons. John Kerry a demandé, il a dit à Joseph Kabila qu'il est jeune, il peut aider son pays autrement. Et d'ailleurs, s'il quitte ses fonctions, il sera sénateur à vie. Donc, il sera toujours utile pour le pays. Il pourra peut-être, au bout de 5-10 ans, se représenter. Si les Congolais lui donnent mandat, pourquoi pas? Ça relèvera de lui, de sa pensée, de sa façon de voir les choses. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est qu'en 2016, à court terme, que les choses s'effacent sans lui. Alors, je reviens sur le cas spécifique de Joseph Kabila, qu'on appelle une vie après la magistrature suprême. Pour ce qui concerne en fait l'impunité, il est quand même accusé de beaucoup de choses. Il a facilité le massacre de Tingi Tingi. Que pensez-vous de tout cela? Donc l'impunité doit régner? Bon, vous savez, moi, mon point de vue il est très clair là-dessus. La justice doit jouer son rôle. Et nous, en tant que politiques, nous donnerons tous les moyens nécessaires pour que la justice joue son rôle. Cette justice ne sera pas contre quelqu'un, mais ça sera une justice pour rétablir et réparer les fautes qui ont été commises par des responsables divers. Donc, s'il s'avère que la justice l'indexe comme responsable d'un ou d'un autre cas qui est condamnable, la justice jouera son rôle. Ça ne sera pas nous, mais ça sera la justice. La justice, elle est une pour tout le monde. Il n'y a pas 2 justices pour 2 personnes différentes. Donc c'est la seule justice qui va jouer son rôle. Nous avons toujours poussé pour qu'il y ait des enquêtes. D'abord au niveau national et au niveau international sur ce qui s'est passé. Il n'y a pas que Tingi Tingi, il y a Makobola. Il y a aussi la guerre qui s'est passée entre le Rwanda et l'Ouganda à Kisangani, où en plein centre-ville, il y a eu des cas des morts, des fosses communes. Pour nous, les Congolais, c'est présent dans notre mémoire. Les belligérants se battent sur notre territoire. Voilà. Nous avons les blessures jusqu'à ces jours. Moi, en particulier, je suis blessé au fond de moi. Et moi, je serai tranquille le jour où la justice fera son travail. On ne se vengera pas contre quelqu'un, mais on rétablira la vérité, on rétablira les faits. Après, si la justice condamne, ben, il faut punir pour que plus jamais ce genre de choses ne se répètent. Très bien. Alors, vérité, réconciliation, que pensez-vous de tout cela? Parce qu'il y a de la forfaiture, donc ce qu'on appelle la trahison, il y a de malversation, là on va en parler, concernant Matata Pognon et son équipe. Il y a également les agresseurs. Ne pensez-vous pas qu'il faut, après 2016, l'échéance après les élections, qu'on puisse s'asseoir avec la société civile, mettre en place ces processus de la vérité et réconciliation. Vous savez, notre pays a beaucoup de blessures. Nous sommes blessés au fond de nous. Tout d'abord, nous sommes sortis en masse. Quand on dit qu'il y a 8 millions de Congolais au 9, il faut croire. Parce que, regardez simplement au Congo-Brazzaville, simplement, dans les seuls pays, le Congo-Brazzaville, on est presque à 100 000 Congolais. 130 000 à peu près. 130 000, que au Congo-Brazzaville. Je ne compte pas l'Afrique du Sud, les 9 pays frontaliers, les autres pays d'Afrique, les pays d'Europe,
l'Amérique, l'Asie. 7 millions à peu près, voilà. ceux qui ont, ont fait. Mais c'est aléatoire, hein, c'est pas un chiffre exact, parce qu'on n'a pas fait des recensements. Mais on peut estimer, on peut partir d'une estimation pour essayer de faire une globalité. Mais ceci dit, c'est que toutes ces blessures ont chassé les Congos de leurs terres. Les Congolais plutôt de leurs terres. Et partout où ils sont, les Congolais, je suis convaincu au fond de moi qu'ils en souffrent en regardant avec amertume les origines. Nous voulons un Congo prospère. Nous voulons un Congo digne de la taille de notre pays. C'est pourquoi nous nous battons bec et ongle très énergiquement pour que cela arrive. Et cela arrivera. Quelle que soit la situation des belligérants, quelle que soit la situation d'incompétence du pouvoir actuel. Vous avez parlé des Mata Tamponi et son équipe. C'est les ministres de Finances et délégués aux Finances qui t'ébillent. Ils ont ouvert un compte privé dans une banque privée où ils déposent l'argent public. L'argent public est déposé, des milliards, hein, c'est des milliards de francs congolais, c'est-à-dire des millions d'euros, et sont déposés dans un compte privé, dans une banque privée. Et quand ils vont retirer, ils retirent cet argent en espèces. C'est une insulte pour notre pays, pour notre nation. À la bancarisation, en fait, c'est une escroquerie. C'est un leurre. C'est un leurre parce que, vous savez, j'ai posé la question à une journaliste plutôt, qui m'a demandé pourquoi vous besoin de Mabatouté. Basali Banzela, Ndimarapé. Moi, je lui ai posé la question. 30 km d'Nzela, moi, là. Bien. Je lui ai dit, dites-moi, Banzela Oyo Basali. Tu quittes Kitambo Magasin, Oyeti, na boulevard du 30 juin, 7 km. Olongwe, gare centrale, ok, aéroport d'Njili, 23 km. Ndela Nyonsangwa na Basali. Longwa qui quitte. Nazana qui quitte, na okende Mbandaka. Tu ne peux pas. Il n'y a pas de route. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de quitter qui quitte pour aller à Mbandaka. Complètement enclavé. Ah ben oui. Et c'est pas normal. Longwa, Mbandaka, Kende Lisala. Sorozu Nzela Maïté, Oro Kendete. Donc moi j'ai dit, attention madame, vous encensez des gens qui font des petites mesurettes. Vous considérez que c'est un acte fort. Notre pays mérite plus que ça. Les Congos ont les moyens, les Congos ont les hommes. Et les Congos ont l'intelligence pour se développer. Simplement, la classe politique congolaise, elle est gangrénée par la corruption, par l'incompétence. Les preuves sont là. C'est qu'aujourd'hui, nos compatriotes viennent de Congo-Brazzaville. Le pouvoir est désemparé. Alors on en parle tout de suite. Parce qu'on voulait en parler après, mais on en parle tout de suite. 80 000 réfugiés congolais, enfin, oui. Expulsés. 80 000 expulsés du Congo-Brazzaville d'une manière inhumaine. Bestiale. Et les ONG en RDC, aujourd'hui, les ONG, les avocats en RDC ont entamé une procédure pour traduire M. Ndengue, le général Ndengue, et le gouvernement Sassou pour incitation au génocide. À la CPI. Que pensez-vous d'abord de cette observation par rapport à la justice ou le droit de parler? Bon, par rapport à cette affaire, bien sûr. Par rapport à cette affaire, en rapport avec ça, le général Ndengue, pour ceux qui ne savent pas, il a appelé au meurtre. C'est un appel au génocide. Il a appelé ouvertement qu'il faut les tuer. Donc les Congolais, il faut les éliminer. Il faut qu'on constitue un dossier pour aller en justice contre lui. Et par ricochet contre son chef. Parce que les généraux n'agissent pas. Congolais, bien entendu. Bien sûr que oui, à travers son président. Donc le Congolais, on a vu comment ils ont chassé nos frères. Les Congolais ont violé nos femmes. Massacré les enfants. Ils ont massacré des enfants. Ils ont pris leurs biens. Et ils ont été très sauvages. On sait que généralement les Congolais de Brazzaville sont sauvages. On a vu en 97 quand il y a eu... Ça n'engage que vous Non, mais nous les savons. Ce n'est même pas un engagement. C'est que c'est un constat. C'est que c'est le même constat et peut être fait par tout le monde. Nous l'avons vu en 97. Ce qui s'est passé entre les ninjas et les cobras, c'était une sauvagerie qui n'a jamais existé chez nous. Nous, les Congolais, nous ne sommes jamais battus entre nous. Parce qu'il y a un problème ethnique grave. À cause des problèmes ethniques. C'est des choses que nous, au Congo, Kinshasa, nous n'avons jamais connues et nous ne connaîtrons jamais. Parce que nous, au Congo, nous avons plusieurs ethnies, 450, mais nous n'avons pas un problème ethnique au Congo. Nous avons un problème de jalousie de nos voisins qui viennent nous agresser pour nos richesses. Et qui veulent créer le problème tribaux dans notre pays. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que nous, les problèmes tribaux, nous ne les connaissons pas, nous ne les connaîtrons jamais. Le Congo est un et indivisible. Nous sommes une nation. Au fond de nous, ceux qui n'ont Congolais,
nakosola lingala oh naza nauti kin ah ok yo vanda na zone nini nakotuna jamais oza ekolo nini, ça ne se fait pas chez nous. Nous nous la question c'est oh tu as oh naza na Lubumbashi ah oui mais naïbi Lubumbashi, la conversation est partie. Nous au Congo c'est comme ça. Nous sommes en train dans un processus de construction nationale. Alors les gens viennent nous perturber. Ils ont chassé le Congolais de Kinshasa au Congo-Brazzaville en pensant que leur problème c'est nous. Mais au Congo-Brazzaville, les Congolais de Brazzaville qui sont à Kinshasa, ils sont plus nombreux que les Congolais de Kinshasa qui sont à 97, l'un tiers. L'un tiers est resté. Tous ceux qui sont arrivés au Congo, chez nous à Kinshasa, ne sont pas rentrés. Déjà, c'est ça. Et puis en plus, nous sommes étudiants qui étaient en RDC, ils n'avaient pas de papier, ils étaient sans papier. C'était des étudiants qui étudiaient sans papier. Ils étaient au nombre de 500, ils sont rentrés. Aucun de ces 500 n'a été inquiété de quelque manière que ce soit. Notre police s'est comportée de manière digne. Nous sommes un peuple discipliné. Est-ce que vous avez trouvé, trouvé cette manifestation là-bas des étudiants qui ont tout cassé, qui ont voulu montrer leur mécontentement par rapport à cette affaire? Ils ont été terriblement dispersés et réprimés par la police. Et vous étiez à Kinshasa parce que vous avez passé 3 semaines à Kinshasa. Vous êtes rentré hier, comme j'ai expliqué, au préambule de notre entretien. Très bien. Ben, vous savez, moi, je suis du côté du peuple. Moi, je suis du côté de ceux qui ne peuvent pas parler. Je suis un homme public et je suis porte-étendard. Moi, les étudiants... Vous l'avez l'étendard derrière vous. Très bien. Je les ai dans mon cœur, dans mon... Vous l'avez aussi là. Oui, tout à fait. Hein? L'amour de ma patrie. Et ce que les étudiants font, ça rentre exactement dans nos programmes. Parce que la police qui réprime, la police qui interdit les débats publics, c'est une police qui n'a pas compris. C'est-à-dire, à un moment donné, ces débats, au lieu que ça soit un débat de manifestation, ça sera une guerre. Les gens vont aller en guérilla. Et on va revenir. Parce que quand l'espace public est fermé, hein, on cherche d'autres voies d'expression. Et parmi lesquelles, il peut y avoir des armes. Donc nous ne voulons pas ça. Comme nous ne voulons pas ça, nous demandons que l'espace public soit ouvert. Revenons, soit ouvert. Soit ouvert et qu'ils acceptent la contradiction, les débats. Et nous, on aura peur de personne pour ça. Ok, on a peur de personne. Ouais. Alors pourquoi la RDC a peur de dire un mot par rapport à ce qui se passe au Congo-Brazzaville? Pourquoi les responsables congolais sont à fond? Le Congolais de Kinshasa, bien entendu. Bien sûr, mais moi j'ai poussé, j'ai fait des émissions dans lesquelles j'ai mis le gouvernement, vous verrez... Devant leurs responsabilités. J'ai parlé aux étudiants, hein, vous allez voir, j'ai réuni des étudiants, je leur ai parlé, je leur ai dit... On va voir les extraits, hein. Je permets... aux amis téléspectateurs de voir les extraits de votre arrivée en RDC, comment vous avez été en contact avec la base et comment vous avez implanté notre mouvement politique. Quels sont vos projets indubitables pour les étudiants? Nous allons développer ensemble. On a toute une pile de projets que nous avons, mais pour les mettre en valeur, il faut arriver, après avoir été élu, après avoir travaillé dans la masse, après avoir été au pouvoir, on peut les mettre en route. On va parler de Charles de Gaulle. Moi, je préfère plutôt qu'on revienne en Bandaka pour qu'on essaye de se comprendre. C'est la base. Baki kota la biso. Mais biso to sali choix, il y a Jean-Pierre Bemba. Mais tant que baki kota la biso, ça la biso ma proposition, to boyaki. Tilelo, là on a pouvoir to boyaki, mais to soutenir Jean-Pierre Bemba parce que nous on était pour un changement et beaucoup. Ce qui nous importait beaucoup, c'est un changement. Notre parti, nous sommes un parti national. Nous avons fait des congrès, nous sommes à Kin, un peu partout, Mbujimai, Lubumbashi. Donc moi je vais, en tant que dirigeant politique congolais, nous sommes un parti reconnu par la RDC. Donc il n'y a aucune personne qui va nous interdire d'exercer nos activités politiques, d'autant plus que mon pays en a besoin. Alors, Sassou. C'est dommage. C'est très dommage pour quelqu'un qui a fait autant d'années au pouvoir. Sassou serait plus, je pense, il allait jouer un rôle de catalyseur, un rôle de quelqu'un qui amène la paix. Qui a épousé notre sœur. Oui, qui devait jouer un rôle de quelqu'un qui amène la paix. Je ne comprends pas que, à son âge, déjà, à son âge, que Sassou puisse permettre ce genre de choses. 73 ans, bien. Compte tenu des relations historiques même, qu'on a eu avec le Congo-Brazzaville. Donc je me rends compte aujourd'hui que le Congo-Brazzaville n'est pas un pays frère, c'est un pays voisin.
Par conséquent, il faut traiter avec le Congo-Brazzaville. Vous allez à l'encontre de l'histoire, parce que l'histoire parle d'un pays frère. Mais si frères avec le, si le royaume du Congo. Mais si le frère ne veut Congo pas, avec un cas. Mais si le frère ne veut pas être votre frère, vous n'allez pas le forcer. Donc nous allons les considérer. Le problème ne vient pas de nous. Le problème vient toujours d'eux. Nous n'allons pas les forcer à devenir nos frères. Nous allons traiter avec eux comme des pays voisins. Mais ce qui est certain, les Congolais de Brazzaville peuvent se rassurer, c'est que nous, en RDC, le pays se mettra debout. Et vous savez, la Chine a souffert pendant longtemps. Et le monde entier disait, le jour où la Chine se mettra debout, le monde ne pourra plus tousser. On le voit aujourd'hui. Le Congo, RDC, pareil. Les jours où nous serons debout, ça sera fini. Ça sera fini pour tout le monde, parce que nous sommes un pays digne, et nous serons une des plus grandes puissances en Afrique. Nous parlerons avec les grandes puissances du monde d'égal à égal. Alors pourquoi vous n'avez pas impulsé au sein de ces régimes, gouvernement, le rappel de notre ambassadeur Muzungu, qui a pris la fuite d'ailleurs quand il y a eu cette première vague d'expulsion, il a pris la fuite, il a laissé ses Congolais tout seul là-bas. Oui, ben écoutez... je parle de Christophe Muzungu. Oui, si, l'ambassadeur au Congo-Brazzaville. Alors, mais vous savez... Ces problèmes, normalement, ça devait être pris par son ministre. Un ambassadeur, il est petit par rapport au ministre des Affaires étrangères. Il a été nommé il est petit par rapport au Premier ministre. Mais le ministre des Affaires étrangères, il est allé au Congo-Brazzaville, comme l'envoyé de Kabila. Il est retourné à Kinshasa. À son retour, on a expulsé encore des Congolais. Et avant-hier, avant que je prenne l'avion, on expulsait encore des Congolais. Il y avait des bus qui arrivaient. Et le Premier ministre est allé. Vous avez vu l'arrogance des Sassou. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas ? Ils sont en train de nous humilier. On ne peut pas être humilié 2 fois. On a été humilié 1 fois, ça suffit. 1 fois, ça suffit. On va aller au Congo-Brazzaville pour faire quoi? Est-ce que vous avez vu les images terribles qui circulent sur le net? Bien sûr. Des images extrêmement... choquantes. Oui, on a vu ça. Et on va voir quelques images. Oui, on a vu, mais c'est choquant, et pour un pays qui est juste à côté de chez nous, de se comporter de cette manière-là. Est-ce que c'est comme ça qu'on prépare la paix future ou on prépare une guerre qui arrivera? Et encore pire, c'est que le fils des Sassou, il se permet de faire une vidéo, on m'a informé, où la fille ou le fils, ils ont fait une vidéo dans laquelle ils insultent les Congolais de Kinshasa. Mais, écoutez, les gens en ont marre avec cette monarchie des Sassou. C'est une monarchie, on en a marre en Afrique. On n'a plus besoin des monarchies. On a besoin d'une alternance. Eux aussi, ils partent dans la velléité de la modification. Même plus velléité, c'est même dans la logique de la modification de encore une fois, moi en tant qu'Africain, je parle là en tant qu'Africain. On n'a pas besoin des monarchies là. C'est pas une monarchie. Il faut une alternance. Il faut une alternance. La vie a été créée avec des alternances. Et c'est une loi cosmique qu'on ne peut pas ne pas considérer. Mais Congo-Brazzaville, Sassou, c'est un règne familial. Alors, l'alternance, on bascule sur l'alternance en RDC. Deuxième cas fort, donc le signal fort que vous lanciez en RDC. L'alternance, Kerry est venu pour mettre des choses en place, remettre le cadre propice pour arriver à l'alternance politique. Mais quel est le regard portez-vous par rapport à son arrivée, par rapport à son discours à Kinshasa même? John Kerry, je crois que c'est en janvier, j'étais aux États-Unis, j'étais reçu au département d'État. J'ai expliqué à mes compatriotes en leur disant, voilà les discours de l'administration américaine. Les élections doivent se faire sans le pouvoir actuel.
nous, Congolais, nous devons nous préparer aux élections en 2016. Parce que si nous ne les faisons pas aujourd'hui, nous serons surpris. Moi, je n'aimerais pas revoir encore des Congolais en train de discuter sur les élections futures et ainsi de suite. Alors que nous avons la possibilité aujourd'hui de les préparer techniquement. C'est ce que John Kerry est venu rappeler. Il a rappelé à l'ordre le pouvoir à Kinshasa. Et en même temps, Herman Cohen a fait une conférence, je crois à New York, où il a rappelé la même chose. Avec la radio de la voix de l'Amérique. Il a rappelé la même chose. Et Kabila n'a pas fait un bon travail. Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Il va donner un message au président Kabila. Il ne faut pas changer la Constitution. Vous avez du mérite, mais vous n'êtes pas vraiment le meilleur président pour le Congo. Il faut partir après le deuxième mandat. Ça, ce sont des signaux. Si les Congolais, encore une fois, sont intelligents, c'est maintenant qu'il faut saisir les choses à la main. Je ne veux pas, moi, laisser mes compatriotes faire un combat émotionnel. Ouais, voilà. C'est un combat. Il faut arrêter avec l'émotion. C'est un combat inintelligent. Ouais. Il faut arrêter avec l'émotion. Réfléchissons comment techniquement nous allons faire pour changer les choses chez nous. Moi, je suis au Congo en permanence. Je vous dis, il y a beaucoup de choses qui se font ici. Ça n'arrive même pas aux oreilles des Congolais là-bas, sur place. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de connexion, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien. Alors vous qui avez toutes ces possibilités-là, comment vous faites pour canaliser ces possibilités, ce potentiel, pour les mettre à la disposition du changement au Congo? C'est là qu'il faut faire. Nous, en tant que parti politique, l'Action républicaine pour le progrès, nous avons proposé un calendrier, un schéma clair. Nous allons participer aux élections en 2016. Pardonnez-moi, vous allez continuer avec l'élection, garder ça au frais. ARP, c'est pas en confusion avec Mounene? Non, pas du tout. Nous avons créé... Il y a une certaine confusion. Mais ils sont venus après, les Mounene. Nous, on a créé notre parti depuis 2003, Action républicaine pour le progrès. Mounene, on ne les connaissait même pas sur la scène politique. Nous sommes créés depuis 2003. Ça fait plus de 10 ans que nous existons. Et Mounene là-bas au Congo-Brazzaville alors, sa réaction, c'est... Mais est-ce que on n'entend même pas parler? On n'entend pas parler, je ne connais pas son sort. Très sincèrement, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je suis au courant de rien par rapport à son sort. Alors, 2016. En 2016, nous voulons participer aux élections et nous allons y participer, Dieu le permettant. Et pour cela, nous voulons arrimer le maximum de nos compatriotes à ce projet. Et pour ce faire, nous avons des fédérations en France, en Espagne, et nous voulons que les Congolais viennent pour qu'on discute. Il y a un espace des débats, des discussions concrètes. Ne restez pas chez vous, au salon, en train de faire des observations. Venez avec des gens qui sont debout. Les politiciens de Facebook aux réseaux sociaux. Oui, mais ça ne va pas. Facebook, ça ne va pas changer les choses. Ça ne peut qu'informer. Et après, nous sommes sur les terrains. Nous descendons sur les terrains. Nous voyons les Congolais là où ils sont. Mais nous avons besoin de vous. C'est très bien de faire des observations, d'appeler quelqu'un, le féliciter, mais c'est insuffisant pour changer le sort de notre pays. Le sort, nous le changerons avec vous. Je suis obligé d'avoir un discours un peu musclé parce que notre peuple semble dormir, avoir une léthargie, un certain confort en se disant je vais observer, je regarde d'abord. Non, il ne faut pas dire je regarde d'abord. Le pays vous attend, le pays a besoin de vous. La nation a besoin de vous. Et nous sommes un parti, nous sommes devant, nous sommes debout. Mais venez avec nous, faites-nous des propositions, qu'on marche ensemble. Alors, les propositions qu'on marche ensemble, j'ai une proposition à vous faire ici. Et comment pourrez-vous vous organiser, s'il y a une proposition, de se rassembler ici pour voir dans la mesure où le combat est un peu dispersé. Dans ces combats, dans la diaspora, les écervelés, comme j'ai toujours appelé, prennent le dessus par rapport à l'intelligentsia. Comment faire pour essayer de faire un appel par rapport à l'intelligence de la diaspora, qu'elle soit derrière vous, afin que nous allions vers la consécration? Très bonne question. Là, je m'adresse directement à mes compatriotes. Vous savez, mes chers compatriotes, nous avons deux choix. Et tout ce qui se fait dans la vie est fait sur la base d'un choix, un bon ou un mauvais. Tout est dans nos mains. Les clés du changement sont dans nos mains. Si aujourd'hui, la diaspora congolaise est si divisée et si dispersée, et les gens ont l'impression que la diaspora congolaise n'est pas mûre, n'a pas la maturité nécessaire pour bénéficier de l'aide
dont nous devrions plutôt avoir depuis très longtemps. C'est à cause de quoi? Parce que tout le monde veut être leader. Tout le monde veut être chef. Il suffit que quelqu'un fasse une vidéo, il va poster sur Facebook, ça y est, c'est fini. Foulani, il est leader, il va faire ceci, il va faire cela. Non, la politique est un art, il y a une partie de l'acquis et une partie de ce qu'on est né avec des lignées. On ne devient pas chef parce qu'on a envie de devenir un chef. Et on ne se met pas devant parce qu'on a envie de se mettre devant les gens. Il faut que vous ayez l'œil avec une perception assez fine pour comprendre les enjeux réels qui sont en train de nous passer entre les mains aujourd'hui pour le destin futur de notre pays. Nous avons besoin de vous, de votre intelligence. Mais pour ça, nous voulons que vous veniez, que nous discutions ensemble. Si vous voulez nous rencontrer, c'est très simple. Il y a l'adresse de notre site internet qui va défiler. Vous allez le voir. Oui, et le numéro de téléphone. Vous nous contactez et nous nous mettons tout de suite au travail. Parce que sinon, nous allons tous rester des politiciens. Et les becs dans l'eau. Bien sûr. Le bec dans l'eau. Bien sûr, 2016, des politiciens virtuels. 2016, ouais. Il n'y a aucun candidat. La majorité va être là. Ils vont régner. Parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas, c'est que pendant que nous, on parle, on discute sur Facebook, on descend dans la rue, eux, ils préparent. Comment ils vont remporter la victoire? D'abord, comment ils vont tricher? Avec la CENI, ils sont en train de placer dans chaque coin leurs hommes pour qu'au moment opportun, qu'ils puissent gagner normalement. Comment vous allez contester si dans les urnes, vous n'avez pas la majorité? Alors, la lecture. Kéry, Kinshasa, Kéry, bon, Luanda, Edouard dos Santos, Paris, Kabila, 21 mai, Paris. Vous savez, c'est balai diplomatique. La France nous aime. Pour les gens qui comprennent la profondeur d'une diplomatie poussée, ils savent que la France est un pays frère, c'est même pas un pays ami, c'est vraiment un pays frère. Et nous devons nous appuyer. Vous dites ça parce que vous voulez attirer la sympathie de la France? Non, non, pas forcément. On a besoin de cette sympathie. Pas forcément, donc forcément il y a leur pensée derrière. Oui, mais nous avons besoin de la sympathie française. Nous en avons besoin, justement. Nous avons besoin d'un pays ami. Nous en avons besoin. Mais je ne dirais pas non. L'abondance ne nuit pas. Cette sympathie, nous en avons besoin. Aujourd'hui, même les États-Unis d'Amérique est de notre côté. Il faut que le Congolais... Et comment vous le savez? J'étais dans les administrations américaines à plusieurs reprises. Dans les arcanes du pouvoir? Un peu. Je ne peux pas vous dire non. Mais simplement ce que je dis, nous sommes dans un moment charnière de notre histoire. Nous devons capitaliser ça. Je vous l'ai dit en janvier. Au département d'État, ils nous ont dit, vous avez un problème de leadership réel au Congo. Ça, c'est un handicap pour l'opposition. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce n'est pas encore trop tard. Moi, je veux que nous puissions discuter, même en diaspora, créer une dynamique où tous les Congolais vont parler d'une même voix. Alors, derrière un seul projet, derrière un seul homme. Une dynamique, et cette dynamique, il y a une proposition, j'en fais encore une. Ouais. Le Parti socialiste, ils ont organisé des primaires. Je vois Alula aux États-Unis, Alingo Tchalibaya. Je vois Yoawa au Lingo Tchalibaya. Je vois à Londres là-bas, on veut Belba Tchalibaya avec Tchakoudjin. Et je vois en Suisse encore alors, Bossala, primaire pour choisir mon c'est une bonne idée, mais en même temps, Batunyonso, au Balingi, président de la République en RDC. Non, c'est noble. Moi, je trouve ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin que tout le monde soit président de la République? Non, mais bon, ce sont des ambitions nobles, on respecte. Mais seulement, on ne devient pas président comme ça. Il faut balayer ça devant les Congolais. Leur parti politique, Baza Wapi. Des débats contradictoires aussi. Oui, ils ont combien de membres en RDC? Parce qu'il ne faut pas non plus faire perdre du temps à la diaspora. Baponio, mais tu arrives au Congo, tu tournes en rond. Tu ne sais pas par où commencer. Tu n'as pas de siège du parti. Quand on arrive à Kin, on ne peut même pas te voir. Et à Lubumbashi, on ne peut pas. Mbandaka, on ne peut pas. Kisangani, on ne peut pas. Bakongo, Bandundu. Alors ça, c'est une aventure. Babaz Nayo, Tomoni Angwa. Tout d'abord, cette constitution
Nous, au moment du référendum, nous avons dit non. Nous avons fait campagne pour le non. Mais ils ont triché et le oui est passé. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas changer les règles du jeu pendant le match. Vous comprenez? On attend, après les élections de 2016, on va s'asseoir et on pourra changer la Constitution, pas avant. Parce que ceux qui préfèrent changer la Constitution aujourd'hui, ce n'est pas pour l'intérêt des Congolais, c'est pour leurs intérêts. Et nous, ça nous arrange pas. Vous comprenez? Donc on refuse catégoriquement les changements de la Constitution. Il y a deux choses. Tout d'abord, si on arrive à 2016 et que les élections ne sont pas organisées, l'Assemblée actuelle, son mandat arrive à terme. Et le pouvoir actuel, le pouvoir arrive à terme. À ce moment-là, on met un gouvernement de transition qui va aller jusqu'aux élections, mais pas avec les mêmes acteurs. On change d'acteurs. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, ces acteurs, ils arrivent jusqu'en 2016 et ça stoppe. Maintenant, si on n'a pas eu le recensement, le temps de faire le recensement et tout ça, on le fera, mais avec un autre état d'esprit. Nous ne sommes pas pour les changements. On ne touche pas à la Constitution. Lorsqu'ils ont été élus, ils nous ont promis autre chose. Ils nous ont dit il y a 5 chantiers. Mais nous regardons les 5 chantiers. Oh, l'on va vivre comme il faut bêta, 30 minutes, dans ma boulou partout. 5 chantiers en ouais. Alors, nous avons... Comment vous avez pu faire pour installer ces bases avec quels millions venus d'Alpha Condé? Nous avons... Excusez-moi. Nous avons installé notre parti depuis 2003. Alpha Condé n'était pas encore président de la République. Il était en opposition. Mais nous, en 2003, nous avons créé le mouvement, nous avons commencé à l'installer petit à petit. C'est comme ça que moi, j'ai appris à découvrir mon pays. J'ai été partout, en Mbandaka, Lissala, Gemena, Djongo. Je suis revenu, j'étais à Isangila Village, au Bas-Congo, à Kikwit. Tout ça pour installer nos bases, mais ça, on l'a fait sur un espace de 3-4 ans. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en une journée. Ce n'est pas facile d'installer des bases d'un parti politique qui n'est pas connu. D'abord, nous, on n'était pas connus, et aller installer les bases d'un parti qui n'est pas connu. Donc, il faut faire déjà un travail pour se faire connaître. Par des idées, par des actions, c'est un travail de très longue haleine. C'est pourquoi j'ai dit, tous les Congolais qui sont tentés par l'aventure, de réfléchir 2 fois, avant de passer devant nos compatriotes, dire, voilà, je vais être président, parce que Kabila est président, je vais... Non. Est-ce qu'on ne doit pas faire comme aux États-Unis? Oui. On regarde d'abord votre passé. Bien sûr. On regarde deuxièmement votre compte bancaire, si vous avez des moyens à aller vers les élections. On regarde votre patrimoine moral, culturel, exactement. Et on regarde vos origines. C'est très... Comme Schwarzenegger, il ne peut pas devenir président. Mais c'est-à-dire c'est plus qu'important. C'est plus qu'important. Vous savez... parce qu'on va mettre à la tête de la RDC un voleur, un pilleur, un machin, etc. C'est pas parce que quelqu'un passe, il fait un beau discours, et il faut le mettre à la tête de notre pays. Non. Il faut ce qu'on appelle des enquêtes de moralité, des enquêtes de patrimoine et des enquêtes historiques. Il a étudié où? Qui le connaît quand il était jeune? Comment était-il? Comment se comporte-t-il? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un, quand il arrive au pouvoir, il va prendre toutes les femmes du monde, il va passer à faire tout et n'importe quoi, donc il va nous humilier. Donc tous ces éléments sont très importants, réunis pour choisir un candidat. Deuxième élément, il faut absolument que tous les Congolais qui veulent prétendre à la magistrature suprême, ce qui est de leur droit légitime, mais de nous dire clairement combien de cadres ils ont au sein de leur mouvement. Il ne faut pas être un parti virtuel, parti dans Facebook, YouTube, non, ça ne suffit, c'est largement insuffisant. Alors je pose la question parce que c'était de l'actualité. Un certain Katampa est venu ici. Il est sorti de nulle part, tombé comme un cheveu dans une soupe. Donc vous lancez un appel à ces genres de personnes qui débarquent de nulle part et qui arrivent... Oui, moi j'ai dit, si vous voulez aider votre pays, si nous voulons aider le Congo, pourquoi nous devons toujours chercher à être devant? Pourquoi nous ne pouvons pas? Nous, on a en 2006, moi en tant que président de mon parti, j'ai fait un congrès spécialement réuni pour soutenir Jean-Pierre Bemba. Spécialement que pour ça. Et pourtant vous aviez des moyens d'aller vers les élections. Bien sûr. Mais vous avez moi, Jean-Pierre, j'ai retiré moi. Vous aligné derrière. Je me suis aligné à 400%. Si c'était à refaire, je le referais. J'ai été avec Jean-Pierre Bemba à 400%.
Je l'ai soutenu, je suis allé à Lubumbashi, en Bujimaï. J'ai fait campagne pour lui. C'est comme ça qu'il faut savoir s'effacer, aller au profit de celui qui est en pole position. En 2011, nous avons soutenu énergiquement Étienne Tshisekedi. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on l'attendait. En 2016... Il a beaucoup trahi quand même le Congolais. Ou trahi, ou l'âge, ou cette oligarchie qu'on est en train de lutter contre, est pris dans ces... Bon, vous savez... Dans ces griffes de cette affaire familiale. Non, vous savez, je ne critique pas. Non, mais j'ai bien compris. Moi, je suis mal placé pour critiquer une telle figure de l'opposition. Non, je ne critique pas parce qu'il a fait un parcours Antoine Kizenga. Moi, je parle du DPS, je parle... Oui, non, mais j'ai bien compris. Voilà. Mais c'est comme pas l'homme. Oui. L'homme, c'est un homme extraordinaire, voilà. Incontestablement. Bien. C'est comme Antoine Kizenga, c'est notre papa, notre vieux, il a fait des erreurs, mais je suis très mal placé pour le taper sur le doigt. Pareil, Étienne Tshisekedi, il a fait quelquefois des mauvais choix, mais vu la lutte qu'il a menée, il mérite quand même un respect. Comme Antoine Kizenga mérite un respect, quelles que soient les petites erreurs qu'il peut faire. Donc ce sont des gens... S'il a encore vu, moi je souhaiterais qu'il soit quand même jugé. Qui, Antoine Kizenga? Oui. Bon, c'est votre choix. Mais ceci dit, notre pays... En plus de sa collision avec les étrangers. Notre 2006, pays... vous le savez, ce qui s'est passé. Oui. On ne peut pas oublier l'histoire. Non, mais il a été... Bon, vous savez, on ne peut pas aller sur ces débats-là. Ces débats, c'est ça qui nous perd en disant Kabila étranger, Kabila c'est... Non, mais je parle de la façon dont ils ont boutiqué cette affaire de 2006 et comment il y a eu l'apport de Palou. Oui, exactement. Mais vous savez, l'origine de Palou, c'est quoi? Il y a Lumumba derrière. Il y a Lumumba. Non, mais je comprends parfaitement. Alors, comment cette trahison de celui qui a versé notre sang, enfin, le sang pour le Congo, soit trahi mais l'idée même de Lumumba... Et ça continue même jusqu'à Monzitou, parce que Monzitou a pris le relais. Patrice Lumumba avait des chefs de cabinet étrangers. Lumumba était panafricaniste, attention. C'est-à-dire, si, vu sous cet angle... Non, mais je comprends, moi je ne parle pas sur le... Non, mais ce que je dis, vu sous cet angle, Antoine Kizenga, il est panafricaniste. Si vous dites, il a eu des étrangers. Donc il a respecté la ligne du parti. Mais ceci dit, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Étienne Tshisekedi, nous l'avons soutenu. C'est discutable ce que vous dites. Ah, bien sûr. Non, j'ai pas la science infuse, c'est bien sûr. Bien sûr, mais je suis faillible comme tout être humain, mais c'est mon point de vue. Alors, Étienne Tshisekedi, nous l'avons soutenu, nous l'avons accompagné, mais aujourd'hui, la leçon que nous on en tire de ça, c'est quoi? C'est que les relations politiques, tant au niveau national qu'international, ne sont pas seulement tributaires de tes origines, de ce que vous êtes capable de mobiliser sur le terrain. Il faut une grosse part de la diplomatie discrète. Si cette partie de la diplomatie discrète ne vous accompagne pas, je pense qu'il est très difficile d'arriver au résultat. Et ceux qui en souffrent, c'est les Congolais. Nous avons compris ça. C'est ma démarche que j'ai effectuée d'aller dans différentes chancelleries pour rencontrer les administrations et discuter en profondeur avec eux. Mais pour cela, j'ai besoin, moi, je passe devant les Congolais, et solennellement, j'ai besoin de l'appui des Congolais. Parce que la manière dont j'arriverai à organiser, mon mouvement politique arrivera à organiser la diaspora, va être très déterminant pour 2016. Je ne veux pas, personnellement, je parle à mon nom propre, que la diaspora soit dispersée, que ce soit les combattants, que ce soit les non-combattants, mais qui sont des combattants silencieux. On est tous combattants. Exactement. Attention, on est tous combattants, mais maintenant, ceux qui sont visibles, il y a des bons, on peut les reconnaître, il y a d'autres qui sont assez néfastes pour le combat. C'est pour ça que je dis... Vous conviendrez avec moi. Non, c'est pour ça que je dis, moi j'ai besoin de mes compatriotes. Ceux qui combattent d'une certaine manière, peut-être qu'ils pensent naïvement qu'ils ont raison de combattre de cette manière-là, je dis non, nous avons besoin d'arriver au pouvoir au Congo. Et pour ça, nous avons besoin des amis. Quelquefois, les mêmes personnes que nous combattons, ce sont ceux-là qui doivent signer quelque part pour que le pouvoir nous revienne dans nos mains. Donc nous devons réfléchir 2 fois avant de poser un acte. Notre mouvement politique, notre mouvement politique est ouvert. J'ai besoin de vous. Plus que jamais, parce que nous sommes dans un moment charnière de notre histoire, il faut venir apporter votre intelligence, votre contradiction. N'hésitez pas. Nous avons besoin non seulement de l'intelligence, mais nous avons besoin des moyens pour faire fonctionner nos fédérations. Parce que nous sommes en train de préparer des témoins pour les élections. Nous avons une partie des découpages électoraux. Et dans les régions où nous avons des découpages électoraux, nous voulons
commencer à préparer les témoins. Alors comment vous allez ça faire se prépare, 250 000 témoins, c'est énorme. Oui, mais ça se prépare par des formations. Comment vous allez faire ça avec ces 250 000 témoins? Nous avons une formation, là, à Lubumbashi, les samedis qui arrivent. Nous avons pris des témoins de Tambov, des Likasi, des Kolosi qui vont arriver. Et il y a un petit séminaire qu'on va faire de 3 jours, financé par nous-mêmes, par nos cadres qui sont en Norvège, qui sont en Belgique, qui ont cotisé un peu d'argent. Alpha Condé au passage? Non, pas du tout. Non, c'est nos cadres qui ont donné chacun un peu de moyens, ceux qui sont à Londres, à Manchester. Et avec cet argent, nous avons financé cette formation, ces séminaires-là, qui va se faire le samedi à Lubumbashi, vendredi, samedi, dimanche. Et dimanche, ils seront dispersés pour les former à comment suivre les élections, comment faire au moment opportun pour envoyer les résultats aux quartiers généraux. Donc, et pour ça, nous avons besoin que les Congolais viennent. Ça, ce sont des choses techniques. Si chacun reste dans son coin, il dit, bon, moi, j'ai réfléchi. Mais la situation du Congo vous appelle, vous interpelle. Nous sommes en guerre. Nous sommes dans une situation grave. Il ne faut pas rester dans le confort des yaourts, dans un confort où vous pensez que les choses vont changer tout seul. Et ce n'est pas la critique qui va changer les choses. C'est l'action qui changera les choses. Il y a des bruits qui courent en RDC aujourd'hui, que si on ne fait pas attention, Kinshasa pourra s'embraser. Est-ce que vous avez... J'ai des échos. Il y a une diplomatie qui se fait entre le Kigali et Brazzaville. Il y a 2 vols par semaine de cargo qui se fait entre Kigali et Brazzaville. Mais les cargos, qu'est-ce qu'ils vont amener? La marchandise? Ils amènent quoi? Pourquoi ont-ils chassé les Congolais? Derrière ça, qu'est-ce qui est en lame de fond? Est-ce que, n'est-ce pas, une occasion pour ramener des mercenaires au Congo-Brazzaville afin de déstabiliser le Congo-Kinshasa? Parce que s'il y a des Congolais de Kinshasa au Congo-Brazzaville, ils verront l'arrivée des mercenaires, ils vont alerter leur pays. Mais nous disons, nous d'abord, notre mouvement politique va écrire à Ban Ki-moon, nous allons écrire à tous les grands pays et tirer la sonnette d'alarme pour ce qui est en train de se tramer. Nous allons les alerter officiellement. Nous allons envoyer des courriers au Quai d'Orsay, partout officiellement, c'est cette semaine que ça va se faire. Pour dire, il y a des génocides, un nouveau génocide est en train de se préparer par les pays voisins, particulièrement entre Kigali et le Congo-Brazzaville. Et nous tirons la sonnette d'alarme. Parce que nous ne voulons plus chez nous des guerres ni des morts. Que les Congolais de Brazzaville ne nous aiment pas, qu'ils chassent nos compatriotes, il n'y a aucun problème. Ils sont au Congo, nous avons de l'espace, la souffrance elle va durer 2-3 jours, mais après les gens vont être intégrés et ils vont vivre. Nous avons de quoi leur faire vivre. Mais que les Congolais de Brazzaville fassent de manœuvres pour déstabiliser notre pays, je pense que ça risque de se retourner contre les Brazzavillois eux-mêmes et ils vont payer très cher. Ils vont payer trop cher, que ce soit aujourd'hui et dans l'histoire. Nous voulons la paix dans cette région, alors il faut que tout le monde la construise. Parce qu'un grand, ça s'alterne. Hein. Hier, c'était Mobutu qui était grand. Aujourd'hui, c'est Paul Kagame, peut-être avec Dos Santos. Et demain, c'est peut-être Oufoué. Il n'y a pas une puissance éternelle. Tout change, tout est en mouvement. Donc le Congo, aujourd'hui, nous avons des blessures, qu'on nous laisse tranquilles, que nous puissions construire notre unité nationale, que nous puissions reconstruire les blessures que nous avons. Et tous ces pays qui cherchent à nous déstabiliser, ils risquent de payer trop cher. Trop cher. Alors, la vie est chère à Kinshasa. Effectivement. Vous avez vécu les drames sociaux. Oui. Vous avez vécu quelque chose d'épouvantable. Oui. Un pays qui regorge des richesses, une ressource humaine colossale, 62 millions d'âmes. En 2050, 130 millions. Non. Qu'est-ce que vous avez observé de plus choquant à Kinshasa par rapport à la famine, la souffrance, etc. Qu'est-ce que vous avez observé? Dites-nous, à l'hôpital. Dès que vous êtes arrivé, la chose qui vous a froissé, terriblement froissé. Je suis allé à l'hôpital de Kitambo. Quand Kitambo. C'était lundi ou mardi dernier. Mardi. Il y a une petite prison des nouveau-nés, en fait, à l'hôpital, pour les mamans qui n'ont pas payé. Les enfants sont gardés en prison, si vous voulez, c'est une prison, mais bien gardée, avec des grillages, mais ils sont en prison. Ce sont des bébés qui sont nés prisonniers parce que leurs parents n'ont pas pu payer. C'est grave ce que vous dites. Mais je vous l'ai dit, n'ont pas pu payer les prisonniers. Les frais. Traumatologiquement, des maternités. Si on peut parler, on peut faire intervenir un psychologue. On va voir un pédopsychiatre, si on veut. Hein, il va nous édifier là-dessus, c'est extrêmement grave. Mais c'est terrible ce qui est en train de se passer au Congo. C'est pour ça, beaucoup de nos compatriotes
je ne condamne pas ceux qui n'ont pas le moyen d'aller au Congo, qui se battent à l'extérieur. C'est tout à notre honneur. Mais il faut ouvrir l'œil, il faut être très attentif avec des gens qui bougent, qui sont en mouvement. Parce que c'est très bien d'avoir une émotion, un regret, mais c'est encore mieux de participer financièrement à ce type d'expédition pour que nous allions de plus en plus sur place et que nous dénoncions ces genres de choses pour que ça ne se fasse plus jamais. Il y a trop de souffrances. On ne te touche par un médecin à l'hôpital que si tu sors l'argent. Combien? Ben, l'argent, ça dépend. Hein. En valeur, ça peut être des fois pour un problème de 10 $. 10, 20 $. Ça fait 9 000 francs congolais. Ça fait 10 $. Tu n'en as pas, ça peut être 18 000, 20 $. Ça fait 15 €. Alors l'hôpital de cinquantenaire, là. Ben, le cinquantenaire, je ne suis pas allé. Vous l'avez vu quand même? Je suis passé devant, effectivement. Mais bon, il est construit. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais globalement, la misère est bas son plein. Oui, bien sûr. Avec 450 000 sur 10 millions d'habitants. Non, mais la souffrance, elle est criante. Par contre, les ministres, ils ont un train de vie qui ne dit pas son nom. Moi, avant-hier... allez-y, dites-moi avant-hier... un décalage terrible. Mais grave. Avant-hier, j'étais au même ligne. Il y avait une fête, 50 ans d'Israël. Si c'est 50 ans ou 60 ans, je ne sais pas, si 60 ans. 70 ans. Non, 70 ans, je crois, d'Israël. Alors... 48 2014. Merci, merci, 70. Alors, ils ont invité tout le monde. J'ai vu les parterres des ministres défiler, en costume cravate, Jim Weston. Tout le monde a défilé, les gouverneurs, tout le monde habillé élégamment, avec beaucoup de fierté et beaucoup d'arrogance. Surtout d'arrogance. Voilà, aller boire une coupe de champagne. Alors j'ai les observé avec dédain. Et j'ai regardé avec beaucoup de dédain et dans mon esprit, j'étais malheureux de voir les gens comme ça arriver au sommet alors qu'ils ne le méritent pas. Et je regarde la tristesse de mon peuple qui les observe, qui les appelle Excellence, ils bougent Excellence, ils prennent les sacs. Et malheureusement, c'est la vie au quotidien de Congolais. C'est ce que les Congolais vivent. C'est pourquoi moi, mon combat, je l'ai toujours inscrit dans une dynamique du changement. Moi, je suis du côté du peuple, du côté de la majorité. Alors, du peuple majorité. Très bien. La majorité, c'est le peuple qu'on appelle le souverain primaire. Les souverains primaires, vous avez fait... comme on dit, la une de ces journaux Géopolis, avec son rédacteur en chef Kalangay, Kalangay que j'ai interviewé une fois à Paris, au Quai d'Orsay. Oui. Vous avez brossé un tableau sombre de la société actuelle, comment les Congolais vivent. Vous avez brossé un tableau sombre et vous voulez apporter un vrai Moïse. Oui. Le renouveau en RDC. Alors, votre plan social, vous commencerez par si aujourd'hui nous arrivons au pouvoir, nous allons commencer... Sérieusement, il faudra parler succinctement de votre plan social, parce que c'est ça qui est le déclencheur d'une vie meilleure. Notre programme se résume en quelques points. L'éducation, la santé, l'agroalimentaire, les grands travaux. Alors, commencez par la santé. L'éducation d'abord. Parce que avant d'avoir l'éducation, il faut commencer à avoir la santé d'abord, avant d'aller à l'école, ou bien avant d'aller se fourvoyer à étudier. Vous savez, il faut le ventre affamé n'a point d'oreille. Mais voilà. Vous savez, il y a une chose qui est très importante. Nous devons former, n'est-ce pas, nos cadres, ceux qui vont prendre en charge tout le reste du programme. 48% de la population dans l'illettrisme. Ça, c'est les rapports de l'UNESCO. Mais oui, mais parce que même l'enseignement est au rabais. Et vraiment au rabais. Et au rabais. Les diplômes obtenus ne sont pas considérés par l'UNESCO. Voilà. Pour plusieurs raisons. Alors, c'est pourquoi nous disons, nous devons former rapidement une classe qui va prendre le relais de notre programme, qui va prendre le relais de la santé, qui va prendre le relais de l'agroalimentaire et des grands travaux. Parce qu'il faut cette base-là, il faut cette tête. Il faut commencer par l'éducation. Par l'éducation. Parce qu'un homme éduqué, c'est un homme qui peut transmettre le meilleur de soi. Alors, une question pour rire un tout petit peu, vous allez continuer. Oui. Alors, le point sexuellement transmissible, comment vous allez faire avec ça? Les points sexuellement transmissibles. La fille écarte les jambes avant d'avoir son diplôme. Ah oui, d'accord. Ok. Mais vous savez, ça, c'est un outrage. Nous devons donner de la dignité à nos sœurs, à nos mamans. Elles nous ont mis au monde. Et je crois que cette façon
aujourd'hui de se comporter vis-à-vis de la faiblesse de la gente féminine plutôt, est un outrage et quelque chose de condamnable. C'est condamnable de profiter des filles dans leur faiblesse pour offrir un avantage quelconque ou un travail. Vous avez vu les images qui circulent sur le net, un professeur qui a abusé des 80 jeunes filles à l'UNIKIN. Oui, mais vous savez, c'est vrai, je conviens avec vous, mais tout ça c'est punissable. Mais ceci dit, nous sommes dans un... Et il roule carrosse encore... Oui, mais nous sommes dans un schéma où il n'y a pas d'État, nous sommes dans un non-État. Mais l'État que nous allons faire, nos filles auront de la dignité. Alors, commencez par l'enseignement. Oui, l'éducation, une fois que nous avons éduqué, ceux qui vont prendre le relais de tout notre programme, nous aurons la santé, des gens qui seront en bonne santé, et nous allons avoir l'agroalimentaire pour nourrir tout le monde, et après les grands travaux pour désenclaver complètement le pays, d'abord donner de l'autonomie à notre pays. Au lieu que les gens aillent vendre du riz au Congo-Brazzaville à gauche à droite, au Congo même, les Congolais en ont besoin. Sur 80 millions d'habitants, on en a besoin. C'est un gros marché d'abord pour les Congolais eux-mêmes. Et nous allons... On est sauté de 70 millions à 80 millions d'habitants. Oui, 70, 80 millions. En fait, on n'a pas fait des recensements. Tout ça sont des estimations. Et pour ça, nous disons comment nous allons financer notre programme. Parce que les gens, ils ont des programmes, mais ils ne savent pas comment financer. Nous allons financer notre programme par la dette intérieure. Moi, je n'ai pas honte à le dire. Comment vous allez faire? Parce que les États-Unis, c'est les pays les plus endettés au monde. La France, elle est endettée à 1000 milliards, je ne sais pas de combien. 1400 milliards. Bon. Alors, chaque fois, ils relèvent le plafond de la dette. C'est-à-dire quoi relever? Créer l'inflation. Merci. Créer l'inflation et créer des conditions de paiement de tout ce qui ne peuvent pas être payé parce qu'on n'a pas l'argent. Mettre en place la machine, la planche à billets. C'est l'argent virtuel. Ouais. C'est l'argent virtuel, on l'utilise, on va payer demain. On s'endette aujourd'hui, on le payera demain. Mais il y a des conséquences après, on dit au niveau des économistes, vous savez, c'est que les... Oui, il y a les conséquences pour les pays qui ont déjà atteint un certain seuil de développement. Cet argent va être consommé très rapidement. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas d'inflation. Parce que quand vous faites la route, mettons, vous la faites de Lissala à Kolwezi. Combien de kilomètres? Ça fait à peu près 5000 km. 5000 km multiplié par $1 million par kilomètre. C'est les standards européens, vous le connaissez. C'est ce que je dis. Moi, je ne regarde même pas le coût. Je regarde simplement la distance. Au niveau des chiffres, on va rentrer dans non, mais je ne regarde pas les coûts. Parce que les chiffres, ce sont les hommes. Même si il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais les chiffres, ce sont les hommes qui les font. On n'a pas peur. La route, ça peut coûter 10 milliards. Mais si nous avons la volonté de le faire, nous le ferons. Il ne faut pas aller au paradis pour aller chercher les 10 milliards. Les 10 milliards, on les prendra ici sur Terre. Comment? Si les autres l'ont fait. Mais on peut financer par la dette intérieure, c'est-à-dire... Oui, vous l'avez expliqué. Oui, c'est-à-dire... Il y a des conséquences graves. Oui, il y a la banqueroute. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que quand vous avez une route comme ça, vous avez des péages. Vous quittez Mbandaka ou Lissala, vous allez à Kolwezi, vous allez payer des péages. Et les péages vont rembourser petit à petit. Oui, les péages ici en France, avec la société de péage ici, qui est gérée en relation avec des sociétés privées, des opérateurs privés. Il faut compter à peu près aux alentours de 25 ans pour pouvoir... mais un État, on dirait, est éternel. Nous, on ne prend pas la dette pour rembourser demain. On regarde l'industrialisation de ces pays avec la fabrication de véhicules, etc. Donc, ils rentrent dans leur sous. Mais nous, on n'a pas... Mais comment ont-ils fait? Non, mais dites-moi, comment ils ont fait? Est-ce que le développement qu'ils ont, c'est tombé du ciel? Non, par l'impulsion de l'économie, l'impulsion des infrastructures. Mais il y a bien un point de départ. Oui, ils ont eu bien un point de départ. Il y a eu un plan Marshall. Le plan Marshall, c'est l'argent. Oui, vous savez, les plans Marshall, ça donnait avec les plans Marshall en Europe. Oui. Qui sont aujourd'hui fixés par les États-Unis. Et que l'OTAN surveille ces plans Marshall là juste aujourd'hui. Non, mais ça a aidé les Européens. D'abord, les Européens sont esclaves des Américains. Non, pas du tout. Je suis en train de vous dire économiquement. Non. Avec Goldman Sachs qui gère. On va rentrer dans des débats politiques, économiques. Non, il faut qu'on parle simple. Est-ce que Goldman Sachs ne gère pas l'Europe? Non, il faut qu'on parle simple. Est-ce que je demande si c'est Goldman Sachs? Non, mais je suis en train de vous répondre. Il faut qu'on parle simple pour que nos compatriotes puissent nous suivre. Sinon, ils ne vont pas nous suivre. On va aller dans... je dis c'est technique. Oui, mais il faut me laisser terminer. Pas du tout. Goldman Sachs, c'est une banque, effectivement, une tentacule qui prend les fonds de pension et qui prête... Des fonds et aussi des opérations toxiques. Mais il faut que je termine, parce que... qui prend des fonds de pension et qui prête à des taux exorbitants. Et quelquefois, pour se faire payer, il va corrompre les dirigeants de ces pays
et ils se font payer sur l'argent qui n'existe pas. C'est comme ça que certains pays tombent en banqueroute. Très bien. Parce qu'il y a des complicités dans le pays. Mais Goldman Sachs ne gère pas du tout l'Europe. Donc, non. La preuve qu'il y a un des responsables de Goldman Sachs rentre dans la commission où il y a la discussion sur les banques, c'est prenne. C'est lui qui est voilà. Oui, mais c'est une banque. Comment on dit le PCA écoutez, consortiums. Goldman Sachs, c'est un conglomérat. Je ne peux pas dire le nom, mais à l'Union européenne. Oui, oui. Goldman Sachs. Vous savez, les clubs des 10 à l'Union européenne, vous savez. Mais ce que je dis, Goldman Sachs est isolé. C'est ce que vous voyez. Vous pensez, peut-être à tort, hein, que Goldman Sachs gère l'Europe. Non, c'est très complexe. Ce sont des mécanismes extrêmement complexes. Goldman Sachs ne s'est fait payer que par les États. Donc les États, c'est une certaine chose. Et avec la corruption. Est-ce que vous le savez aujourd'hui, je vais vous laisser parler et puis je ne vais pas vous couper. Est-ce que vous savez aujourd'hui, dans l'Europe, avec leur charte, il est bien mentionné qu'on peut faire du lobbying. Le deuxième pays, enfin la deuxième capitale dans le monde où il y a plus de lobbying, c'est Bruxelles. Après, New York. Hein? Donc, quand il y a New York, puis il y a Bruxelles. Hein? Je le dis bien dans ce sens-là. 15 000 à 20 000 lobbyistes qui travaillent uniquement pour corrompre des députés et des institutions européennes. Écoutez, vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Ça rentre dans leur charte. Écoutez, non mais le fonctionnement. Le lobbying, c'est pas la. C'est la corruption. C'est pareil. Le lobbying, c'est la corruption, mais d'une manière pernicieuse. Ben écoutez, le lobbying, bon, ça c'est un débat maintenant de, comment on appelle ça? C'est la sémantique. Non, c'est même pas une question de sémantique, c'est une question de la vision de chacun. La manière dont vous percevez votre perception personnelle sur ce qu'on a... nous, on a utilisé des lobbying pour avoir des rendez-vous aux États-Unis. On n'a pas corrompu. Mais la corruption morale et la corruption financière, vous le savez comment ça se passe. Le positionnement sur la corruption, on dit, voilà, bon, écoutez, vous aurez les accès en RDC, ou puis vous aurez les accès par rapport à notre... C'est ce que je dis. Ça, voilà, il y a une fenêtre qui est ouverte par rapport à vous. Oui, mais c'est une corruption. Oui, c'est un débat subjectif. C'est un débat subjectif qui ne va pas régler des problèmes concrets dont nos compatriotes attendent. C'est un débat purement subjectif. On y va. Moi, j'ai donné le programme, comment nous allons financer notre programme. Vous avez que deux manières de financer un programme. Soit vous vous endettez en dehors de vous-même, soit vous vous endettez à l'intérieur. Sinon, vous n'avez pas un autre moyen. Vous allez faire comment? Parce qu'en dehors, vous allez voir la Banque mondiale, le FMI, à travers ses filiales, la SFIO et tout ça. Soit vous faites une dette intérieure, la dette souveraine. Comme les autres pays, comme la Russie de Poutine l'a fait, il l'a remboursé après. Comme certains pays le font, nous pouvons aussi nous endetter. Rien ne nous empêche. Notre monnaie souveraine, nous avons une monnaie locale. Le franc congolais. Qui ne vaut rien, qui vaut quelque chose. Qui vaut quelque chose. Aujourd'hui, ça ne vaut rien. On ne peut pas dire... Mais la monnaie congolaise, c'est une monnaie qui garantit l'État, la souveraineté de l'État. On n'est pas dans le circuit qu'on appelle la zone franc. Certes, c'est une bonne chose. Mais je dis au niveau des transactions, en termes de l'échange commercial... Mais tout se fait en dollars, ça ne se fait même pas en francs. C'est pour cela que j'ai dit que ça ne vaut rien. Non, ça ne vaut pas rien, parce que nous sommes dans les échanges internationaux. Ça ne vaut pas rien. Nous sommes dans les échanges internationaux. Les grands pays nous envoient et nous payons. On paye à la Banque centrale congolaise en francs congolais et on transforme les francs congolais en devises. On perd en termes de taux. Les taux du jour, c'est qu'ils disent le taux du jour. Vous savez, le principe des taux du jour, c'est quoi? Il y a les spéculations sur le taux du jour. Oui. Or, on ne connaît comment les spéculateurs fonctionnent. Mais même les dollars, mon cher frère. Même le dollar est régulé par... Le dollar est régulé par Don Jones. Oui, non, au-delà, l'import-export, l'exportation, quand vous exportez beaucoup, vous importez beaucoup. Je donne l'exemple, le dollar. C'est la balance commerciale. Oui, mais je vais venir. Le dollar ou l'euro sont régulés par la France, par exemple, le CAC 40, qui est 40 grandes multinationales qui gèrent la France. Oui. Donc c'est par rapport à cet équilibre de ces 40 sociétés qu'on appelle CAC 40. Qu'on a cet euro qui est maintenu, ou les francs français à l'époque étaient maintenus. Écoutez, toutes les monnaies du monde. Toutes les monnaies du monde. Et nous avons quoi comme centre de marché en termes d'échange économique? Toutes les monnaies du monde prennent de la valeur en fonction de leur importation, de leur exportation. Voilà, est-ce qu'on l'a? Mais laissez-moi finir. Okay. Ça prend de la valeur en fonction de leur exportation, de leur importation. Moi, je vais être simple pour que tous les Congolais puissent comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas utiliser des termes compliqués. Après, les gens, ça les fatigue, ils ne comprennent rien. Maintenant, aujourd'hui, le dollar même, lorsque les États-Unis sont en récession, les dollars baissent. Avant, on changeait $1 à 1 euro. Mais aujourd'hui, c'est 1 euro, $1,30.
Mais c'est en fonction de toutes les fluctuations du marché. Maintenant, nous, en ce qui concerne, pour revenir au Congo, pour revenir chez nous au Congo, notre monnaie vaut quelque chose. Dire que notre monnaie ne vaut rien, c'est faux. Mais bien sûr que nous ne sommes pas un pays émergent, nous sommes un pays pauvre. Parce que nous n'avons pas beaucoup d'industrie. Mais nous vendons des matières premières. Nous les vendons. À 98% qui ne sont pas répertoriés. Oui, non, qui ne sont pas répertoriés. Quel que soit. C'est-à-dire, moi, je parle de l'idée globale. 98% pas répertoriés. Non, il faut parler de l'idée globale. D'accord. Mais sinon, le Congo n'existait pas. À ce moment-là. Effectivement, ça n'existait pas. Le Congo existe. Non, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Le Congo existe. Nous existons bel et bien. Si toutes les personnes se battent, ils arrivent au Congo, c'est qu'il y a bien quelque chose. S'il n'y avait vraiment rien, on n'aurait personne. Potentiellement existe. Le Congo existe même sur le plan des échanges. Nous vendons du pétrole. Oui. Nous vendons du pétrole, nous vendons du diamant, nous vendons de l'or, de l'uranium. Les Congos existent dans les budgets de l'État. Oui. Nous vendons toutes ces choses-là. Donc, et c'est en devise. C'est vrai, nous sommes un pays pauvre. C'est vrai, notre monnaie est pauvre. Mais ça n'empêche pas... Quand on parle de taux de croissance de 8,5%, 9%, pourquoi le panier de la ménagère ne bouge pas? Ne le voit pas. Les critères ne repense à ça. Oui, non, mais les critères des désignations sont autres. Les critères des désignations, même en Europe, on parle de la croissance, mais quand tu regardes la vie des Européens, n'est pas toujours ce qu'on dit. Hein. Les critères sont ailleurs. C'est pourquoi, moi, j'ai dit, le niveau de vie n'est pas lié aux critères des taux de croissance, de ceci, de cela. Alors, parce qu'on le voit, message, comment les gens doivent vivre à Kinshasa. Voilà, un message par rapport à cela. Non. Comment vous allez vous organiser par rapport à ça? Je vous laisse parler. Nous, voilà, encore une fois, nous avons un programme. Nous sommes un mouvement politique. Nous voulons conscientiser notre peuple, apporter de la conscience et travailler pour accéder au pouvoir et organiser notre pays. Au jour d'aujourd'hui, notre pays a tous les potentiels ou toutes les potentialités nécessaires pour pouvoir se développer et avoir une vie meilleure. Mais ce qui manque au Congo, c'est une classe politique consciente. Non seulement une classe politique consciente, mais je dirais, même, j'allais plus loin, même un peuple conscient. Parce que le peuple congolais, ce n'est pas simplement ceux qui sont au Congo, c'est aussi ceux qui sont en diaspora. Si ceux qui sont en diaspora, ils ont accès à l'information, ils ont accès, entre guillemets, à une vie meilleure, mais ils sont incapables de se mettre d'accord, de regarder, d'avoir un coup d'œil sur des programmes, sur des gens qui peuvent amener les Congos loin. Mais chacun reste dans son salon en train d'observer, de faire des observations qui n'avanceront rien du tout et qui ne lui apporteront rien. Vous croyez que c'est comme ça que le Congo va changer? Le Congo va changer avec des hommes courageux, des hommes audacieux. Encore une fois, comme Albert Einstein a dit, la logique peut amener une personne d'un point A vers un point B. Mais l'audace, le rêve, le courage peut vous amener où vous voulez. Si aujourd'hui les Congolais ne sont pas capables d'être courageux, de suivre de programmes des gens, d'être derrière des gens qui vont les amener vers la lumière, vers le haut, et de les pousser, parce qu'une personne peut porter la lumière, mais si elle est seule, elle va finir par s'éteindre. Donc on a besoin des Congolais pour aller loin, pour que notre pays, du choc de toutes ces intelligences, nous puissions faire de notre Congo une lumière. On a discuté ici avec le journaliste des problèmes économiques. Nous n'avons pas toutes les solutions. Chacun a son concept. Mais si nous avions des économies, des spécialistes, ils vont se battre, ils vont nous sortir quelque chose de potable qui va aider notre pays à aller de l'avant. C'est pourquoi, encore une fois, moi, j'ai besoin des gens courageux, audacieux et qui veulent que réellement le Congo avance. Et sur ce, je terminerai par là. Je fais un appel solennel à tous les groupes, le mouvement des combattants. Voilà, ça c'est vraiment un appel vraiment que j'attends aujourd'hui parce qu'il faut restructurer cette diaspora. On est désespérés. Bien. Je m'adresse solennellement à tous ces amis. On ne réglera le problème de notre pays qui par l'intelligence. Si nous sommes à mesure d'être intelligents, de percevoir comment fonctionne le monde a un code de fonctionnement. Si nous nous alignons dans la dynamique de casser, de la bagarre, on nous classe du côté du terrorisme, du côté des mouvements avec des échelons différents comme Al-Qaïda et autres. Si c'est ça que nous voulons, bon, il faut qu'on continue. Mais si ce n'est pas ça que nous voulons, nous devons changer des fusils d'épaule. Nous ne voulons plus des discours Kabila étranger, Kabila Kanambe. Ça fait combien de temps Kabila est au pouvoir? Et si nous continuons à prononcer les mêmes discours, je crois que nous n'aurons aucun allié qui va nous soutenir et nous n'aurons jamais le pouvoir. Nous allons laisser encore le chaos à nos enfants. Nous devons être capables, à mesure de percevoir les choses dans leur profondeur pour comprendre
quelle voie il faut adopter. En politique, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des intérêts. Croyez que les gens qui vous font la guerre ne vous aiment pas, c'est faux. Il n'y a que des intérêts, c'est-à-dire vous ne répondez pas aux critères d'intérêt qui se fixent. À nous de comprendre quels sont les critères d'intérêt. J'ai souligné le problème des leadership. Le problème des leadership. Tout le monde ne peut pas être leader, tout le monde ne peut pas mener les troupes. Donc, il faut que les Congolais comprennent que ce n'est pas parce que j'ai fait une vidéo, je poste, ça y est, c'est fini. Je peux aller au Congo, faire tout ce que je veux. C'est trop facile. Donc, on a besoin de vous, on a besoin de votre intelligence, et on a besoin que cette fois-ci, vous appelez, vous nous envoyez des mails pour nous demander comment on s'organise concrètement pour les élections de 2016. Il faut que nous nous préparions pour ça. Globalement, nous avons besoin de 216 000 témoins. Et ces témoins doivent être des hommes courageux pour être déjà dans les différents bureaux de vote. Ça, c'est un point technique concret. Ça, c'est du concret. Vous imaginez, si demain, les 216 000 témoins décidaient de retourner au Congo, il y aura combien de rotations d'avions? En une journée, en 2 jours, en 3 jours? Vous ne pensez pas que rien que par votre présence, le pouvoir va trembler? Mais ça, il faut des hommes courageux. Il faut que vous ayez le courage nécessaire pour affronter ces géants en pied d'argile. Je vous remercie. Merci infiniment. Vous avez suivi avec beaucoup de pertinence Ilunga, mais dans la diaspora, il fait partie de l'un des hommes, quand il s'adresse à la masse, il captive la masse. Il a ce don d'orateur extraordinaire. Mais il y a un abbé qui a écrit un livre en Belgique, m'a appelé et a dit « J'ai suivi M. Ilunga, mais c'est un garçon d'une très grande intelligence. Nous aimerions avoir de telles personnes à la tête de la RDC. » Je ne dis pas pour faire jeter de fleurs à ce monsieur va se reconnaître. Je ne vais pas citer son nom ici, parce que c'est un grand écrivain, aussi abbé en Belgique. Vous voyez, vous avez des gens qui vous apprécient, votre franc-parler, votre vision de voir les choses. Je vous souhaite un bon vent. Merci. Et surtout avec votre mouvement. Merci. Et prenez ces bâtons, parce qu'on dit toujours, on n'a pas besoin d'une masse, mais on a besoin d'une certaine élite pour vous accompagner. Quand le général de Gaulle a lancé son appel à Londres, ils n'étaient que 6, à peu près 6 ou 7. Il appelle Jean Moulin. Il dit Jean Moulin organise la résistance. Jean Moulin est parti sans voir la victoire de la France. Mais les autres ont vu la victoire. Et le général de Gaulle aujourd'hui est inscrit partout. C'est un monument. C'est un monument. Mais là où vous avez débarqué à l'aéroport, c'est Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.